This podcast is brought to you by HEC Paris. Bonjour à toutes et à tous. Merci de me donner l'occasion de partager avec vous pas tellement toutes les activités du Centre d'entrepreneuriat et d'innovation parce que j'ai 20 minutes, ça ne serait pas suffisant, mais un projet qui nous tient particulièrement à cœur et qui est assez emblématique des innovations qu'on veut faire passer dans l'écosystème de la création d'entreprises innovantes qui est Startup in Vitro. Deux mots en introduction simplement sur le centre. Le centre a été bâti comme un CHU. C'est-à-dire que mon ambition diffère de la recherche, de l'enseignement et de l'accompagnement. On est en train de structurer la recherche sur l'entrepreneuriat HEC, l'entrepreneuriat étant une matière transversale et l'organisation académique d'HEC étant plutôt en silo sur des spécialités. Donc c'est un chantier important. L'enseignement, il existe un certain nombre de programmes notamment Challenge Plus, dont peut-être certains d'entre vous ont entendu parler, qui est un programme de formation-action de 25 jours sur une année et qui est particulièrement ouvert aux scientifiques porteurs de projets de création d'entreprise. Et puis en matière d'accompagnement, nous avons deux incubateurs à HEC, l'un qui nous est propre, qui est focalisé sur l'innovation de service, et l'autre qui est le partenariat que nous avons depuis son origine avec IncubAlliance. Le projet Startup in Vitro dont je suis venu vous parler s'inscrit clairement dans la dimension accompagnement du CEI. Alors il y a plusieurs constats qui nous ont conduits à lancer Startup in Vitro. Le premier, c'est qu'il existe des entrepreneurs sans projet de plusieurs origines, essentiellement des cadres qui souhaitent changer de vie à mi-carrière, qui sont venus par exemple faire chez nous un MBA ou un executive MBA. Un MBA, ça se fait à 30 ans, un executive MBA à 40 ans, qui peuvent donc être soit des anciens sortis du campus depuis plusieurs années, soit des étudiants ou participants de formation continue en fin de cursus dans notre école. Deuxième constat, il existe des projets sans entrepreneurs. C'est un constat qui est partagé, je pense, par la plupart des acteurs de l'écosystème. Il n'a rien de nouveau. Depuis très longtemps, des acteurs, notamment sur le plateau, ont essayé de trouver des procédures permettant de faire des équipes pluridisciplinaires entre les scientifiques et les managers. Pour l'instant, on ne peut pas dire que on a eu des résultats remarquables sur ce sujet. Chacun cherche un peu sa voie et donc Startup in Vitro est une proposition de process sur cette dimension-là. Donc les projets sans entrepreneurs, c'est clairement des scientifiques qui évidemment sont favorables à la valorisation de leurs inventions à travers un projet de start-up, mais qui soit souhaitent rester chercheurs et ne désirent pas être impliqués opérationnellement dans la start-up, soit souhaitent être impliqués opérationnellement, mais sans se charger de la gestion de la start-up en question. Et puis, une innovation dans l'innovation, si je puis dire, c'est l'essaimage de PME. Vous n'êtes pas sans savoir que l'essaimage est surtout le fait de grands groupes et que ces grands groupes pratiquent essentiellement ce qu'on appelle de l'essaimage à chaud, c'est-à-dire vulgairement du plan social. Nous voulons, nous, réhabiliter l'essaimage et proposer à des PME de faire de l'essaimage. À ce titre, nous allons voir des patrons de PME qui ont une certaine expérience de la gestion et on leur dit, eh bien voilà, le projet auquel vous pensez, le projet de diversification auquel vous pensez depuis longtemps, que vous n'arrivez pas à monter, parce que vous n'avez pas les moyens, parce que vous n'avez pas les hommes, parce que vous n'avez pas le temps, eh bien ce projet, on vous propose de le monter ensemble et de nous associer dans le cadre donc d'une nouvelle entreprise, une nouvelle start-up qui est créée avec eux. Le troisième constat, c'est qu'on reproche souvent aux startups technologiques l'absence donc de qualité managériale et on reproche souvent aux startups qui ne sont pas technologiques l'absence d'actifs. Donc comment on fait aujourd'hui pour concilier l'offre et la demande et essayer de répondre à tous ces constats à la fois? On a une réponse à apporter, on espère que c'est la bonne, l'avenir nous le dira. L'esprit de Startup in Vitro, c'est bien la manipulation génétique au service de la création de start-up. C'est-à-dire qu'il s'agit pour nous de créer des start-up de façon artificielle en mettant dès le départ en présence les meilleurs projets avec les meilleurs entrepreneurs.
Alors sur les meilleurs projets, on a les partenaires, j'y reviendrai. Sur les meilleurs entrepreneurs, on a la faiblesse de penser qu'à HEC, on doit avoir un vivier qui nous permette de proposer des entrepreneurs. C'est un océan bleu entre la création et de la reprise, c'est-à-dire que c'est ni complètement de la création, ni tout à fait de la reprise. On essaye finalement de combiner les avantages de la création d'entreprise, la feuille blanche, l'absence de contraintes, le coût accessible et les avantages de la reprise, des idées, des actifs, des réseaux, des clients, des brevets, etc. L'idée, c'est évidemment de créer des projets d'entreprise qui n'auraient jamais vu le jour sans notre démarche proactive. Et puis, c'est un deal aussi qui est innovant, c'est-à-dire que dans notre esprit, si on veut avoir des projets de start-up qui sont les plus performants, la start-up étant par définition gourmande en capitaux et ayant la quasi-obligation de séduire des investisseurs, nous pensons que le meilleur moyen de séduire un investisseur, c'est de montrer une équipe qui est complémentaire et à laquelle, de la tête, il y a un entrepreneur HEC. On pense que c'est une marque qui permettra de mieux séduire les investisseurs. Et c'est la raison pour laquelle, dans le deal que nous proposons, nous souhaitons que l'entrepreneur HEC que nous avons sélectionné soit le CEO effectif de la boîte et son actionnaire principal. Je n'ai pas dit majoritaire, j'ai dit principal. Qu'est-ce que nous apportons, nous, outre l'idée Eh bien, c'est l'accompagnement tout au long du processus que je vais vous décrire, l'incubation et la formation. Alors l'incubation, évidemment, quand un projet nous vient d'une institution de recherche, c'est l'institution de recherche qui incube le projet, ça va de soi. Éventuellement, on peut faire des accords de co-incubation si cette institution y est ouverte, mais il est évident que l'incubation revient à ceux qui ont apporté le projet. On a un coût aujourd'hui qui est ridicule, j'ai même hésité à vous donner ces chiffres, parce qu'ils traduisent évidemment une toute petite partie de ce que cette opération nous coûte, et quand je vous aurai expliqué le process, vous verrez que, enfin, vous comprendrez à quel point le projet est ambitieux. Et donc, de ce fait, nous avons besoin de subventions. Nous avons été éligibles à l'appel d'offres de la région qui a été donc rendu public il y a peu de temps. Et nous sommes dans la recherche active de sponsors. Si le cœur vous en dit, nous sommes ouverts à toute proposition pour améliorer notre compte de résultats. À quoi chacun s'engage? Nous nous engageons, le Centre d'entrepreneuriat et d'innovation, évidemment à sourcer les partenaires. On s'engage à sélectionner les entrepreneurs et les projets. Pourquoi? Parce qu'un entrepreneur HEC, il a beau être diplômé d'HEC, il n'est pas forcément fait pour être entrepreneur. Et vous verrez que l'expérience montre qu'on a pratiquement une casse de 50% sur les candidatures que nous recevons. La mise en relation, l'accompagnement et le financement, on y reviendra. L'entrepreneur, lui, s'engage à être disponible à 100% sur le projet à partir du moment où il rentre en incubation. Il s'engage à autofinancer toute la période de gestation du projet, c'est-à-dire que l'entrepreneur ne percevra aucun salaire au départ et que, vous savez tous que la gestation d'un projet de création d'entreprise innovante, c'est long, ça prend du temps, et donc l'entrepreneur va avoir à autofinancer, on va dire, entre 12 et 18 mois de sa propre activité à la tête du projet. Donc ça signifie qu'il va y consacrer une partie de son patrimoine, de ses économies, voire une partie de ses allocations chômage, le cas échéant. Donc si le projet, qui est très risqué évidemment, puisqu'il est innovant et qu'il est extrêmement pris à un stade précoce, si jamais le projet se plante, l'entrepreneur aura perdu tout ce qu'il aura investi dans l'histoire. Je passe sur confidentialité, exclusivité. Bon, évidemment, il est clair que nous demandons à ce que tous les projets qui sont dans Startup in Vitro s'engagent à ne pas monter le projet avec des gens que nous leur avons rencontrés dans le cadre sans nous. Donc clairement, une obligation de confidentialité et d'exclusivité. Le partenaire, lui, doit nous apporter un projet. Donc je vous rappelle que le partenaire, c'est soit une institution de recherche, soit une PME. Ça peut être d'ailleurs une PME dans on va dire, la galaxie de l'institution de recherche, qui est un ancien incubé ou une ancienne start-up. Il s'engage évidemment à faire la sélection des porteurs de projets. Pour nous, c'est absolument essentiel, car il y a un élément qui est indispensable, c'est l'aspect humain des choses. Vous avez compris qu'il s'agit de faire rencontrer un entrepreneur et un porteur de projet, et donc l'humain est clé. Donc clairement, l'institution de recherche doit faire ce travail, parce qu'elle connaît ses chercheurs, elle doit faire le travail en quelque sorte de présélectionner
les porteurs de projets sur leur ouverture d'esprit et leur capacité à participer à un programme tel que le nôtre. Elle s'engage aussi, cette institution, à faire la maturation technologique du projet, bien entendu, puisque ça n'a pas la possibilité de le faire. Elle peut participer au capital si c'est dans ses habitudes, dans sa culture, bien entendu. Le transfert de propriété intellectuelle et le savoir-faire est évidemment essentiel. C'est-à-dire que, comme n'importe quelle start-up technologique, eh bien, nous espérons que nous aurons des licences exclusives à partir des brevets appartenant aux institutions. Et à faire aussi la R&D et le suivi dans le temps. Hein. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, c'est pas une fois on se rend compte et on lance le projet de start-up, il s'agit vraiment d'un accompagnement qu'on espère sur le long terme. Et là aussi, exclusivité et confidentialité. Qu'est-ce qu'on attend de la part des projets? Ben, on leur dit, pour vous, c'est une occasion de concrétiser vos projets. Les laboratoires avec lesquels on a réalisé cette première opération, il s'agit du CEA, de l'assistance publique et des télécoms Paris-Tech, qui se sont associés à cette première promotion, des patrons de PME. Je vous donnerai quelques exemples tout à l'heure. Les critères de sélection, bah, c'est évidemment l'attractivité des actifs. Hein. Si c'est quelqu'un qui a eu une idée sous la douche le matin en se lavant et qui nous l'apporte, on ne va pas aller très loin. Même dans les projets, alors les projets technologiques, la force des actifs paraît évidente, c'est des brevets. Dans les projets non technologiques, c'est plus difficile à cerner. Mais néanmoins, on peut trouver tout un tas de choses, des réseaux, des clients, enfin bref. La conscience du besoin des autres est absolument essentielle. Quelqu'un qui nous dit mais qu'est-ce que vous m'apportez et je peux faire sans vous, c'est qu'on s'est mal exprimé ou qu'on ne s'est pas compris, mais qu'on n'est pas dans la même logique. Accepter les termes du deal que j'évoquais tout à l'heure, et évidemment une implication opérationnelle du porteur de projet, car il est inimaginable de monter, par exemple, une start-up avec un institut de recherche qui nous donnerait la licence et qui voudrait qu'on se débrouille tout seul. Enfin, ça n'a évidemment pas de sens. Le taux de sélectivité des projets, première promotion, donc 1 sur 2, même taux de sélectivité que pour les entrepreneurs. Donc les entrepreneurs sont tous des diplômés d'HEC. On a un partenariat avec l'association des diplômés qui nous a beaucoup aidés sur cette première promotion. On leur demande donc d'avoir une application opérationnelle, le savoir-être essentiellement, avec ce qu'on peut imaginer comme les vertus cardinales de l'entrepreneur, hein, le leadership, le charisme, l'opiniâtreté et la patience. La capacité de le pouvoir faire, c'est-à-dire une certaine autonomie financière, de très bonnes raisons pour entreprendre, c'est-à-dire on teste ça à travers un dossier qu'ils doivent remplir, ensuite un entretien devant un comité de sélection, et enfin un check qui est fait par le réseau, on va dire, notamment les gens qui à HEC ont accompagné les étudiants ou les participants à l'époque où ils étaient en formation chez nous et qui les ont côtoyés parfois pendant 1 an ou 1 an et demi. Et donc ils peuvent nous donner un feedback à valeur ajoutée extrêmement important pour nous aider à cerner les personnalités. Et puis aussi l'acceptation des termes du deal, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, donc taux de sélectivité 1 sur 2. Comment on s'y prend exactement? Voilà, ça c'est le process et le timing de la première sélection. Donc en janvier, alors ça c'est la prochaine, donc ça vous donne déjà les dates de la prochaine. En janvier, dès le début d'année, mais ça sera peut-être en décembre, on est encore, les dates ne sont pas complètement certaines, mais ça sera, enfin à 15 jours près, c'est ça. On va sélectionner les entrepreneurs et les projets. La sélection des entrepreneurs se fait par comité, comme je vous l'ai évoqué. La sélection des projets se fait en partenariat avec les institutions de recherche ou les PME qui nous les envoient. On fait une agora dans laquelle chacun se rencontre pour la première fois. Donc les porteurs de projets expliquent leurs projets, les actifs qu'ils mettent à la disposition, expliquent leur parcours, leur personnalité, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, etc. Et puis les entrepreneurs, eux, sont plutôt sur vraiment la personnalité, cerner sur la personnalité, également leur parcours personnel. Et donc c'est un peu magique, c'est-à-dire pour la première fois ils se rencontrent et pour la première fois les entrepreneurs découvrent les projets découvrent les entrepreneurs. Ensuite à cet agora, on leur donne 2 semaines pour nous exprimer leurs préférences. Donc les entrepreneurs nous disent avec quel projet ils veulent travailler et vice-versa. Et au bout de 15 jours, ceux qui ont été choisis, les équipes qu'on a pu constituer, participent à un kick-off. Ce kick-off est là pour briser les tabous d'entrée et mettre le doigt où ça fait mal sur les projets de création d'entreprise. C'est-à-dire, 1, le pacte d'actionnaires, la répartition du capital, comment on fait, c'est très compliqué. 2, le timing d'un projet de création d'entreprise innovante.
Ce qu'on propose est trop rapide pour les chercheurs, trop lent pour les entrepreneurs. Donc voilà, il faut trouver un juste milieu. Et puis 3, les problématiques d'opportunités de business sur la base d'actifs, c'est-à-dire en fait, voilà, il y a souvent un entrepreneur a une intuition sur la façon dont il peut utiliser la technologie qu'il a inventée. Eh bien, nous essayons d'ouvrir le champ des possibles et pour être certain qu'on va aller là où l'herbe est la plus verte. Quand ce kick-off est terminé, on passe sur une phase de 6 mois de pré-gestation du projet, 6 mois pendant lesquels nous accompagnons chaque binôme ou trinôme constitué, avec chaque mois une séance de tutorat sur le business et une séance de coaching sur la personnalité et la dynamique de l'équipe. Donc il y a un coach et un tuteur qui sont 2 intervenants séparés, ce n'est pas le même métier, qui interviennent chaque mois sur chacune des équipes. Et si au bout de 6 mois, nous avons toujours les projets pour les projets qui sont toujours en vie 6 mois après, ils rentrent fin août en nous présentant le travail qu'ils ont effectué pendant les 6 mois. Ce qu'on leur demande globalement, c'est un pré-pacte d'actionnaires et une étude de marché, essentiellement, plus 2 ou 3 autres petites choses. Et si on s'aperçoit qu'il y a eu réellement du progrès qui a été fait et que les projets sont sur une bonne dynamique, ils rentrent en incubation et en formation à HEC ou dans leur institution d'origine à partir de la fin 2012, début 2013. Et puis, une fois que cette période d'1 an d'information et d'incubation est terminée, nous aidons les projets à financer les premiers pas par de la mise en réseau, par des recommandations, par du conseil. 2 exemples. Un premier exemple qui nous a été apporté par le CEA. Le porteur de projet, c'est Marc Olives. Et l'idée, c'est d'être capable de diagnostiquer les défauts de câblage électrique. Voilà. Moi, j'ai appris à cette occasion qu'il y a 4 km de câble dans une voiture et 400 km dans un avion. Et que c'est une véritable galère quand il y a une panne sur ces câbles pour trouver d'où ils viennent. Alors Marc, il a inventé un système qui permet de diagnostiquer ça et de faire gagner un temps considérable. Et il est associé avec Arnaud Pelletier, qui est un MBA 2007 d'HEC plus ingénieur suboptique. Donc il y a la double compétence, qui est le cas très souvent des diplômés du MBA ou de l'exécutif MBA chez nous. Voilà, ils sont partis tous les 2. Pour l'instant, ça se passe très bien. Voilà, nous fondons de grands espoirs sur ce projet-là. Deuxième exemple, complètement différent, origine PME et non pas institution de recherche. La CEPAD, dont Éric Aigron est le gérant, qui est une société qui fait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc qui n'est pas une toute petite entreprise, fait de la peinture industrielle. Et ils ont inventé une base de données qui permet de faire de l'association de couleurs pour la décoration et qui est également un guide pour les artisans peintres et qui permet donc d'associer les couleurs. Et ils ont fait des bases de données sur la base de tableaux impressionnistes. Donc vous pouvez avoir chez vous, par exemple, voilà, à l'intérieur Sisley ou Turner, grâce à ces palettes, à cette base de données assez complexe. Vous voyez, ça n'a rien de technologique, au fond. Ils ont fait ça, ils ont développé ça un peu comme un hobby, en parallèle de leur activité industrielle. Aujourd'hui, ils s'aperçoivent que c'est un actif qui pourrait tout à fait être valorisé. Et donc, Eric s'est associé avec Stéphane, qui est actuellement en train de finir son executive MBA à HEC, et qui, lui, a une grosse expérience dans la communication et la publicité, et qui a été tout à fait séduit par ce projet. Eric ayant été séduit par Stéphane. Donc, voilà un nouveau couple qui a été formé. Alors, un petit bilan. Bon, je vous ai dit, ça a démarré en mars, donc on est en mai, on n'a pas beaucoup de recul. Vous voyez qu'on a eu 26 candidats entrepreneurs et 25 candidats projets. On en a sélectionné 13 et 12 pour l'Agora. Et donc, le gros suspense pour nous, ça consistait à savoir si ces 13 et ces 12 allaient s'entendre. Parce que, imaginez-vous que, voilà, on pouvait faire zéro équipe. Donc, ça a été un peu stressant. Eh bien, nous en avons fait 10. Notre très grande surprise. Notre très grande surprise. Pourquoi on en a fait 10? Aujourd'hui, je suis incapable de le dire. On n'a pas assez de recul. J'espère que ce n'est pas un effet d'aubaine et qu'on pourra reproduire ce score. Mais je n'en suis pas sûr. Ce qui est remarquable dans les 10, c'est que 8 sur les 10 avaient fait leur premier... ça veut dire 10 minutes ou fin? Fin, d'accord. 8 sur les 10 avaient mis leur premier choix.
On en a perdu un, et donc aujourd'hui, il y en a 9 qui courent. Et donc on peut espérer à l'arrivée faire peut-être 4 ou 5, puisqu'on aura encore de la casse, 4 ou 5 projets d'entreprise qui n'auraient jamais été créés sans cette démarche. Et donc voilà, c'est tout le malheur que nous souhaitons à cette expérience. J'ai fini, merci de votre attention. Please visit us at www.agc.edu.